Bonjour, bienvenue dans ce nouveau Rendez-vous des Futurs. Que vous nous regardiez en vidéo ou que vous nous écoutiez en podcast, vous avez bien raison et nous sommes très heureux de partager ce petit moment avec vous. Depuis 12 ans, le Rendez-vous des Futurs explore les changements en cours en multipliant les regards, les points de vue, en démontrant l'importance de la couleur, de la nuance, de la conversation. Je suis Éloi Choplin et cette émission est proposée et conçue grâce aux enthousiasmes et aux talents conjugués de JD Carré, du Cube et de l'Écosphère Aguelos. IA, métaverse, robots, hallucinations, Roland Barthes, enfants gâtés, solidarité, football. Après ce petit jingle, je vous propose de plonger gaiement dans notre 155e émission du Rendez-vous des Futurs. Bonjour Laura. Laura Plisson. Bonjour Éloi Choplin. Comment ça va Laura ? Super, et vous ? Ça va très bien. Alors Laura, au-delà d'être une citoyenne du monde, j'ai envie de dire que vous êtes une hybride ou une centaure, comme dirait Gabriel Alperne, qui était venu sur ce plateau. Et vous représentez ici le Cube, centre de création et de formation numérique. Et j'ai le plaisir d'animer ce dialogue en votre compagnie. Merci beaucoup. Je vous propose de présenter nos invités. Alors, moi, j'ai une manière tout à fait singulière de présenter les invités. Mais ça, vous commencez à le connaître. Je vais juste sur Twitter, je prends le profil assumé, et puis voilà, on ne va pas en faire des pâtés, on ne va pas en faire des caisses. Fanny, bonjour, Fanny Parise. Bonjour. Alors Fanny, je suis allé donc sur Twitter et j'ai regardé. Il y a marqué anthropologue, conférencier, explorateur de nouvelles tendances, magical thinking, madame l'anthropologue, ethnofuturisme. Est-ce que là, vous voudriez rajouter un ou deux hashtags, par exemple ? Hashtag futur, hashtag consommation et hashtag métaverse, peut-être. Parfait. Parfait. Merci beaucoup, Fanny. On va continuer de vous présenter, vous allez voir. Ariel Kirou, bonjour Ariel. Bonjour. Alors Ariel, même sanction, je suis allé voir sur votre Twitter, pardonnez-moi. Alors vous, il y a marqué agitateur multicasquette, cloue les églises au pilori, mais pratique le culte de Philippe Cadic, sosie de Léo de Javel, n'informe qu'en décalage. Bon, sinon vous faites quoi dans la vie ? Oui, je dors. Ah, parfait. Voilà. Mais on pourrait rajouter dans les imaginaires du futur. Voilà. Dans les imaginaires du futur, effectivement. C'est le nom du livre que j'ai sorti en 2020 et qui va être édité en mars. Et nous en parlerons tout à l'heure, vous allez voir. Fanny, Ariel, une rencontre qui vous a fait twister, qui vous a fait changer, qui vous a fait peut-être changer de braquet, même une rencontre. Alors, question qui n'est pas forcément, on va dire, évidente. Peut-être la rencontre qui m'a le plus marquée, qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec notre sujet, mais c'est quand j'ai rencontré une femme il y a quelques années qui m'a expliqué comment, avec des objets du quotidien, elle arrivait à rentrer en contact avec le monde invisible, à la fois des esprits, mais également avec l'univers pour pouvoir se reconnecter. Et dès ce moment-là, je me suis dit qu'être anthropologue de la consommation, c'est aussi travailler sur les croyances, sur les systèmes de représentation et que le sensible est parmi nous et avec le métavers, ce n'est plus vrai que jamais. Merci Fanny. Ariel, là vous avez eu le temps de préparer. Oui, j'ai eu le temps de préparer, comme ça je vais en donner deux, mais une très courte. La première, c'est le premier livre que j'ai jamais lu. C'est Martien Gaume de Frédéric Brown, avec des petits bonshommes verts absolument insupportables. Ça m'a appris qu'on pouvait rire du futur et en même temps s'y projeter, même si je ne suis pas sûr que les martiens existent vraiment. Et puis la deuxième, c'est Bernard Stiegler, dont on a parlé ici en fait. Et qui est venu ici aussi. Qui est venu ici aussi. Et Bernard Stiegler, parce qu'il a au fond, peut-être avec Paul Virilio, été parmi ceux qui, dans le cadre de nombreuses rencontres, on va dire, m'ont aidé à construire ma pensée, tout simplement, ma pensée critique. Et surtout, un point qui est pour moi essentiel, c'est que c'est sans doute grâce à Bernard Stiegler que j'ai pu apprendre à comprendre l'ambiguïté consistant à pratiquer dans le monde des nouvelles technologies et à en être l'un des plus féroces critiques. Voilà. Donc ça, c'est grâce à lui que j'ai su résoudre cette ambiguïté ou ce paradoxe, d'être à la fois dedans et en étant dedans, d'en faire une sorte de critique radicale. Merci Ariel. Ariel, qu'est-ce que vous dites à un ado de 14 ans quand il vous demande ce que vous faites dans la vie à part dormir ? Parce que ça va lui donner envie. Je lui dis bizarrologue. Bizarrologue. Je suis bizarrologue, en fait. Pourquoi ? Je lui dis, alors non, c'est la dernière chose que j'ai dit à un jeune lorsqu'il m'a demandé, en fait, parce que je change chaque fois, en fait. 14 ans, c'est important l'âge que c'est à 14 ans qu'on commence à devoir savoir ce qu'on va faire dans la vie. Alors justement, bizarrologue, en tout cas c'est le dernier mot que j'ai utilisé, parce que donner une définition dans le cadre du monde tel qu'il est aujourd'hui, c'est assumer le fait qu'il ne va pas changer. Or, comme mon horizon, peut-être pour mes enfants, mes petits-enfants,
pour l'avenir et de le foutre en l'air et de le transformer radicalement, il faut que mon activité soit hors des cases, hors des normes. En gros, qu'elle ne soit absolument pas macroniste, qu'elle soit hors du travail, et donc bizarrologue. Ça, au moins, ça fait réfléchir. Merci Ariel. Fanny, vous dites quoi ? Alors moi, je dis que je suis une anthropologue à tendance scientifique, c'est-à-dire que je vais expliquer de manière relou un ensemble de phénomènes complexes de notre société, non pas pour endormir tout le monde, mais pour pouvoir mettre des mots simples sur une réalité qui paraît complexe et de manière un petit peu plus triviale. J'aime me présenter comme exploratrice des futurs, non pas pour le prédire, mais pour amener à percevoir différemment notre réalité. Le présent, donc, enfin, oui, ça on va y revenir, cette notion de présent. Merci beaucoup. Une toute dernière question rituelle et après on va vraiment rentrer dans tous ces sujets grâce à Laura. Quelle est la question, vous Fanny, quelle est la question que vous, ado à 14 ans, poserez à votre vous de maintenant ? Pourquoi ? Non, la vraie question c'est de se dire, quel est ton engagement politique au sens où tu amènes, via ton expertise d'anthropologue, à questionner le présent, l'esprit critique de tout à chacun. Et en gros, est-ce que tu fais le job ? C'est la question que je poserai. Est-ce que tu fais le job ? Merci Fanny. Vous Ariel, à 14 ans, vous vous souvenez ? C'était avant-hier. Ouais, non mais c'était il y a 2 jours quoi. Bon mais donc qu'est-ce que je me disais il y a 2 jours ? Bon, j'espère au moins que tu te prends pas au sérieux. Voilà. Toujours il y a ces trucs assez drôles en fait. C'est l'écho de ça. C'est de Stéphanie Nico qui est la directrice, l'ex-directrice éditoriale des Imaginales, qui est un grand festival, qui est une transgenre, et elle dit toujours, voilà, avec moi, elle a son quota de mâles blancs hétérosexuels à peu près supportable. Donc voilà, et donc, comme le dit une autre autrice que j'aime beaucoup, Katie Stewart, au moins lui, il essaie. Voilà. Il essaie, il n'arrive pas toujours à aller contre ces atavismes issus du bon vieux monde patriarcal, mais il essaie. Oui, d'où cette multiplicité effectivement entre Léo de Javel, Ariel Kirou. On ne sait plus vraiment qui est le double pesant de l'autre. Ouais, j'aurais dû penser à avoir un pseudo féminin en fait. Ça peut venir. Hein. Oui, ça peut venir finalement. Ouais. Merci beaucoup. Je crois que nos invités sont présentés, vous ont été présentés. Place à la revue de presse maintenant, concoctée par Jérémy et Coralie. Psst, t'as changé la musique. C'est la musique d'Akira. Mais c'est hyper glauque. Mais non, c'est pour coller au thème. On va se faire gronder par YouTube. Oh, c'est un tout petit extrait, trop de citations, tout ça. Bon, tu remets la musique normale maintenant, qu'on puisse commencer. Bon, franchement, c'est dommage, hein. Ça avait de la gueule quand même. À l'heure où, en Chine, un robot humanoïde et une intelligence artificielle prennent la direction d'une grande entreprise chinoise, Article du 28 septembre à lire sur franceinfo.fr, il est grand temps de se demander quelle sera la place de l'être humain dans l'univers tout numérique que nous bâtissons. Et plus encore, de se demander comment la technologie va coloniser nos corps. Récemment, nous apprenions le décès à 64 ans de Peter Scott Morgan, cyberhumain probablement le plus abouti à ce jour. Atteint de la maladie de Charcot, ce chercheur en robotique a fait de son corps un terrain d'expérimentation, comme nous le raconte un article du 17 juin paru sur combini.fr. Avatar en 3D diffusé sur un écran qu'il porte à la poitrine, voix synthétique, intelligence artificielle, ces transformations lui auront donné 3 ans de sursis. Il lègue notamment une fondation à son nom qui a pour objet de proposer un avenir alternatif dans lequel nous fusionnons avec l'IA et la robotique pour se libérer de nos contraintes physiques et mentales. Dans une tribune publiée sur le journal du CNRS, le chercheur en robotique Nathanaël Jarassé met quant à lui un bémol à l'enthousiasme des transhumanistes en rappelant que pour l'instant, nous ne faisons que réparer des corps, pallier à des dysfonctionnements ou des handicaps, et ce au prix de longues adaptations et rééducations. Si les fantasmes nourris par la science-fiction et le technoscientisme font rêver à une humanité augmentée, la réalité est, elle, tout autre, et ce défaut de représentation pose pour lui un réel problème. Nous sommes englués dans ce que Roland Barthes, dès 1957, définissait dans son ouvrage Mythologie comme le divorce accablant de la mythologie et de la connaissance. Bon, en même temps, elle est vieille, cette tribune, elle date de 2014. Oui, mais le monsieur, il cite Roland Barthes, moi je peux pas résister à Roland Barthes. Parce que depuis, on a eu notamment Pager, un macaque de 9 ans qui peut jouer à Pong par la pensée grâce à l'implantation d'une puce Neuralink dans le cerveau.
L'expérience est racontée dans un article du Journal du Geek en avril 2021. Je me permets une aparté pour dire que j'ai eu la chance de jouer au foot par la pensée ici au Cube grâce à l'installation Mentalista Foot de Gilles Debast. Oh, et c'était bien ? C'était exaltant mais c'était frustrant aussi, hein. C'est pas facile du tout comme exercice. On peut retrouver plein d'infos sur Mentalista sur le site de France Inter. Mais revenons à Neuralink. Oui, parce qu'un an plus tard, le 20 février 2022, le Journal du Geek nous apprend également que de-delà de l'exploit de Pager, 15 des 23 singes cobayes sont morts et que l'implant leur a, à tous, causé des souffrances extrêmes. Un groupe de défense des animaux spécialisé dans les essais médicaux dénonce. Ces implants hautement invasifs et leur matériel associé, qui sont insérés dans le cerveau après avoir percé des trous dans le crâne des animaux, ont produit des infections récurrentes compromettant considérablement leur santé ainsi que l'intégrité de la recherche. Et c'est bien le caractère invasif de la technologie Neuralink que Mark Zuckerberg brocarde dans des propos relayés le 11 septembre dernier sur le site Benziga France. Je pense que les personnes normales dans les 10 ou 15 prochaines années ne voudront probablement pas se faire installer un truc dans leur cerveau juste pour le plaisir. On veut la version définitive du dispositif, pas celle qui sera beaucoup plus performante l'année prochaine et qui nécessitera une mise à niveau de l'implant cérébral chaque année. Il est mignon le chantre du métaverse, mais on lui conseillerait bien de lire le texte de Gabriel Alpern dans Uzbek Erika le 4 novembre 2021. La philosophe de l'hybridité s'inquiète de l'émergence programmée de cet univers parallèle et virtuel. La réalité est-elle devenue ennuyeuse au point qu'elle ne nous suffit plus et que nous avons besoin d'en créer d'autres ? Ce faisant, elle critique surtout la pensée transhumaniste, libertarienne et ultralibérale. Le métaverse, c'est l'annihilation du doute, l'avènement de la certitude à toute épreuve, le cartésianisme extrême. Tout ce qui a trait au flou, à l'incertitude, à l'imprévisible, à tout ce qui dépasse l'homme, doit être effacé. Ainsi, l'humain entend refuser à la réalité toute possibilité de lui échapper. Il ne s'affirme plus seulement comme un animal différent au centre du monde, le transhumanisme veut en faire un dieu, omnipotent, omniscient et immortel, mais dans un monde terriblement étriqué car issu de cerveaux limités. C'est oublier que, comme le disait César Pavese, l'imagination humaine est immensément plus pauvre que la réalité. N'est-il pas temps de nous réconcilier avec elle ? Tu savais qu'il y avait des cafards cyborgs maintenant ? Non. Si, il y a des chercheurs, ils leur ont mis des petits sacs à dos connectés à leur système nerveux et ça permet de les télécommander. Mais pourquoi télécommander des cafards ? Sur le Journal du Geek, le 8 septembre dernier, ils expliquent que ce serait pour aider les secours à chercher des victimes de séismes sous les décombres par exemple. Des tests sur les singes, sur les cafards, elle a raison Alpern, hein. On se prend pour des dieux et on en a rien à foutre des autres espèces. Moi je vais m'acheter un SUV, finalement à la fin de l'humanité, ce sera pas une mauvaise chose. Vous êtes toujours en train de regarder ou d'écouter en podcast Le Rendez-vous des Futurs, ce 155e épisode du Rendez-vous des Futurs. Nous sommes toujours bien et nous sommes toujours avec Fanny Paris et avec Ariel Kérou. Je présente un livre, L'humain augmenté, cyborg, fiction et métaverse, une publication de la Fondation Jean Jaurès. Dans la collection des cahiers de tendance, qu'est-ce que je pourrais dire ? C'est 4 auteurs, 4 angles de vue, et nous on a beaucoup de chance puisque nous avons 2 de ces auteurs, mais citons quand même les 2 auteurs qui ne sont pas là, Diana Filipova et Jean-Michel Beignet. Je vous invite d'ailleurs à retrouver les émissions que nous avons eues, puisqu'ils sont déjà venus dans des Rendez-vous des Futurs. Finalement, Fanny, nous sommes vraiment heureux de vous avoir, parce que vous étiez la seule que nous n'avions pas eue. Je suis ravie d'être là. Laura, j'ai envie de dire que là, c'est à vous. Absolument. Merci beaucoup, notamment pour la revue de presse. Voilà, on a parlé un peu d'humanité augmentée, de cyborg, d'Elon Musk. Ce sera des sujets qu'on aura l'occasion d'aborder dans cet échange. Mais tout d'abord, je voudrais commencer par une définition, une question assez simple, mais qui, je pense, en fait, pourrait prendre toute la longueur de cet échange. À commencer par la définition du métaverse. C'est quoi le métaverse ? C'est vraiment un des sujets centraux qui traverse tous les écrits recensés dans cet ouvrage. Est-ce que vous pourriez tenter de m'en donner une définition claire, voilà, que ce soit autant pour un adolescent de 14 ans que pour une personne assez experte du sujet. Et en quelques mots, bien sûr, c'est le jeu. Alors, moi, le début de réflexion et de définition que je vais apporter, il est d'un point de vue anthropologique. Donc, les métaverses, c'est des univers immersifs et virtuels qui proposent soit de se substituer, soit d'être en complémentarité de la vie réelle. Et ça questionne 2 choses. La première, c'est le rapport entre le visible et l'invisible. Comment, via d'autres formes d'univers, et notamment virtuels, on peut étendre le champ de la réalité. Et en termes d'expérience humaine, ça amène à questionner la digitalisation de nos modes de vie, c'est-à-dire l'hybridation entre différents niveaux de réalité, la vie physique, la vie digitale et la vie virtuelle. Et enfin, ça met en tension une représentation du monde très, on va dire, occidentalo-centrée, où on va avoir une frontière très floue entre ce qui est lié
au monde physique et ce qui est lié à un autre pan de notre réalité. Et avec les métaverses et l'imaginaire que ça diffuse et que ça permet de faire voyager entre ces niveaux de réalité, ça amène à ouvrir un autre pan de notre rapport au vivant et de la place que l'on veut se donner dans l'univers. Ariel? Oui, bah, de toute façon, c'était une définition très complète. Hein. Donc, non, ce qu'il faut. Moi, j'aurais tendance c'est pour ça que je voulais qu'elle commence, parce que ça me permettait de réfléchir. Oui, de réfléchir. Donc voilà, et puis de compléter surtout, en fait. Hein. Et pour moi, le métavers, c'est rien d'autre que ce qu'on appelait la réalité virtuelle. Voilà. Donc, d'un point de vue marketing, c'est devenu le métaverse. Mais au fond, effectivement, c'est cette idée d'un monde virtuel. Je veux dire, au départ, c'est uniquement ça, c'est-à-dire d'un monde en parallèle d'une autre qui serait un monde entièrement numérisé, un monde en fait dans lequel nous naviguerions comme dans un univers parallèle, mais au sein duquel on aurait quand même beaucoup de mal encore à manger du canard à l'orange. Voilà. Donc voilà. Donc c'est a priori uniquement cela, parce que à un moment donné, moi, je veux dire, c'était à la fin des années 80, début 90, j'avais testé les premières expérimentations de réalité virtuelle au Centre Pompidou, c'était de Scott Fischer. J'avais un immense casque avec des images qui me faisaient un peu tourner la tête, et puis un immense gant de données, en quelque sorte, dans le sous-sol donc de Beaubourg. On était déjà dans une sorte de métaverse. Voilà. Hein. Donc, ne pensons pas que c'est nouveau. Voilà. Et ça n'a jamais marché vis-à-vis du grand public. Donc, ne pensons pas non plus qu'on y va quoi qu'il arrive. C'est quand même deux points qui me semblent assez essentiels. Merci beaucoup Ariel pour cette réponse très intéressante. Alors justement, vous le dites, et c'est notamment des propos qu'on retrouve très largement dans vos ouvrages, les métaverses ne sont pas du tout quelque chose de nouveau, c'est déjà des choses qui existaient dans la science-fiction avant que les technologies puissent permettre de le créer de manière un peu concrète. Pourquoi, du coup, si c'est voilà, un médium qui existe depuis des années et des années, il y a une effervescence en ce moment collective dans les médias, etc., qui parle du métaverse en continu depuis 2 ans, en flux tendu, on a constamment des actualités, des articles qui sortent sur ça. Pourquoi, si c'est quelque chose qui existe finalement depuis 20 ans, 30 ans, on en parle de manière absolument exponentielle dans les médias aujourd'hui? Pourquoi ça prend une telle place actuellement? Déjà, avant de répondre à la question, rappelez quand même que le terme métaverse, il est issu en tant que tel, à la lettre, d'un roman de 1992, d'un auteur qui s'appelle Neil Stephenson, dans un roman qui s'appelait Snow Crash, en français Le Samouraï virtuel. Déjà, je crois que c'est un point important. C'est un point d'autant plus important, avant d'aller sur la réponse à la question, que le métaverse de Neil Stephenson, qui, petite digression, est toujours le chef futuriste d'une boîte qui travaille sur des réalités virtuelles et de la réalité augmentée, la réalité hybride, qui s'appelle Magic Leap, qui est une sorte de start-up ayant annoncé la Lune et étant encore à quai, étant encore en gros presque sous terre, tellement ils ne font rien, en étant bien payés par des investisseurs. Donc, ça c'est dit. Voilà, donc voilà, Magic Leap, Neil Stephenson. Voilà. Mais ce qu'il faut bien dire, c'est que dans le monde de Neil Stephenson, ça ne marche pas forcément bien, mais on peut tout faire dans le métaverse. On peut se droguer, on peut même mourir. C'est une vraie différence par rapport au métaverse tel qu'on le voit aujourd'hui, où pour l'instant, on ne peut même pas y aller. Donc, et surtout y vivre. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Voilà. La question, c'est effectivement celle-là. Pourquoi est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui? Je crois que, alors même que, une nouvelle fois, ce ne sont rien d'autre que des mondes dans lesquels on se projette. La différence, c'est que le métaverse, par rapport au monde littéraire dans lequel on se projette, en termes de nature, c'est pas fondamentalement différent du monde littéraire. Quand on est dans la salle de cinéma, on plonge dans un monde, et bien évidemment, lorsqu'on est dans un jeu vidéo, en plus, on agit en quelque sorte, et on a le sentiment d'être totalement immergé en quelque sorte dans ce monde-là. Donc, quelle est la différence? C'est ça qu'on peut se poser. Quelle est la différence et pourquoi est-ce que maintenant on en fait un tel pâté pour chat? Bien, je dirais que d'abord, c'est parce que le monde des technologies fonctionne toujours en se cherchant de nouveaux Eldorado. C'est-à-dire, il faut toujours repousser, trouver des frontières quelque part. Bon, donc la première explication, c'est de dire, voilà, on crée ce mot-là, le métaverse, personne ne sait vraiment ce que ça veut dire. Facebook devient méta, mais tout le monde continue à l'appeler Facebook. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, le métaverse, ça veut dire, voilà,
hein, c'est la nouvelle façon de raser gratis. Hein. Le monde des technologies a besoin de raser gratis et d'expliquer que demain sera beaucoup plus intéressant que hier grâce aux technologies qu'il va proposer. Donc il y a une logique qui, à mon sens, est purement marketing, là encore, et qui justifie en quelque sorte de ces métaverses. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on va dire plus anthropologique, c'est que au-delà des besoins guillemets de l'hypercapitalisme, il y a le besoin de l'humanité potentiellement de se projeter ou de trouver même des réponses par rapport à une situation de vie qui peut sembler dystopique. Voilà. Donc, est-ce que le métaverse va nous fournir des utopies là où on a le sentiment de vivre dans une dystopie, ou est-ce qu'il va rendre la dystopie certes agréable mais encore pire en nous projetant sans cesse la face riante de Mark Zuckerberg? J'opterais plutôt pour la deuxième solution. On nous le survend, le métaverse, ou pas? Oui, on nous le survend de façon absolument évidente. Le cyberespace, le cyberspace, le terme a été inventé en 1984 par William Gibson. On était déjà dans une sorte de métaverse. L'idée de plonger dans des mondes qui vont nous enrichir potentiellement, qui vont nous permettre, pourquoi pas, de voir notre monde réel de façon différente, ou enrichir ce monde réel, existe depuis une éternité, depuis au moins l'Iliade et l'Odyssée de Homère. Donc, ce métaverse, surtout s'il est tenu par Facebook, c'est-à-dire surtout s'il est en quelque sorte cadenassé, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir vivre, il n'y aura pas de rigolade, il n'y aura pas d'amour, il n'y aura pas même évidemment de sexe, il n'y aura pas de tout ce qui fait en fait que les univers virtuels, alors, comme Second Life, qui était l'un de ces univers virtuels, à la fois ont pu marcher et séduire, et en même temps, parfois, se coincer dans le côté obscur de la force, hein, avec même de la pédophilie, des choses qui étaient quand même pas très nettes. Mais si on ne le libère pas, en quelque sorte, le pire comme le meilleur de l'humain, si on ne lâche pas la bride à ceux qui vont construire le métavers, on va nulle part. Et après, en plus, il y a les enjeux écologiques, parce que avoir un métavers qui fonctionne avec une bonne qualité d'image, en termes de dépenses énergétiques, pour l'instant, c'est astronomique. Hein. Je veux dire, les serveurs vont exploser littéralement. Donc oui, très clairement, on nous le survend. C'est, à mon sens, une belle, magnifique, agréable, c'est génial d'en parler, fumisterie. Oui, Fanny, peut-être vous aurez un mot à rajouter à ce que Ariel nous a dépeint comme portrait. Alors moi, je suis relativement alignée avec Ariel. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, il y a 3 phénomènes qui vont amener un intérêt si fort pour l'opinion publique des métaverses. Le premier, c'est qu'à l'échelle de l'individu, ça promet la réactualisation d'un vieux mythe de l'humanité qui est celle de l'Éden virtuel. Donc comment on nous propose une utopie, un monde fantasmé, idéalisé, où on serait heureux, où on serait bien, et toute l'incertitude de notre quotidien comme de notre futur sur la vie physique et dans la vie digitale, serait mis sous le tapis pour une vie plus agréable. Ensuite, à une échelle plus macro, on est un petit peu à un carrefour de notre époque et de notre système où on pointe du doigt les limites de nos modes de vie et des sociétés thermo-industrielles. Et du coup, les métaverses sont présentés comme de nouvelles terres virtuelles, un Eldorado, comme l'a dit très justement Ariel, qui amène une poursuite en apparence de nos modes de vie et surtout une continuité de la désirabilité que les individus vont avoir d'un certain nombre de firmes en mettant sous le tapis toutes les injonctions contradictoires, notamment liées à la pollution numérique et à la soutenabilité de cet univers qui viendrait s'implémenter sur notre vie physique. Et enfin, le dernier point qui explique aussi, au-delà des effets d'annonce de Mark Zuckerberg il y a 1 an et demi, c'est que les métaverses peuvent être perçus comme une innovation d'un point de vue anthropologique. L'innovation, c'est un processus non linéaire qui suit 3 étapes, celui de l'invention. Donc l'invention est venue du monde de l'imaginaire et de la science-fiction. On a eu des essais et d'autres effets d'annonce comme Second Life. Et enfin, ça a amené au processus de diffusion, c'est-à-dire que ça a fait son petit bonhomme de chemin dans la société. Et là, on arrive, d'après moi, à la phase de la réception où les avancées technologiques et l'urgence de poursuite de désirabilité du système capitaliste conduit à trouver une fonction sociale à ces métaverses, ne serait-ce que dans l'esprit des individus et dans la vision et dans la promesse que portent les firmes qui sont un petit peu, pour certaines, mal en point par rapport aux nouvelles idéologies et aux nouveaux imaginaires qui fleurissent dans notre société.
Merci beaucoup pour ces réponses très complètes. Je vais me permettre de rajouter effectivement que Zuckerberg avait investi 10 milliards dans le projet et qu'en février, d'après un article du Huffington Post, il y avait à peu près 300 000 utilisateurs et qu'à l'heure actuelle, on est descendu à 200 000 utilisateurs. Donc on voit bien effectivement qu'il y a un manque d'engouement assez fort, et y compris vis-à-vis des personnes qui travaillent chez Meta. Dans l'article du Huffington Post que je cite, il y a notamment le vice-président qui dit lui-même qu'il n'est pas totalement convaincu par la technologie sur laquelle il travaille. On se demandait avec Eloi combien de temps il allait rester au sein de Meta après cette déclaration. Pour compléter ce que vous disiez, dans l'ouvrage, Jean-Michel Beignet en parlait aussi comme d'une forme un peu de transcendance, de crise existentielle, comme si c'était une espèce finalement de fuite en avant vis-à-vis d'une réalité, d'un monde présent qui est quand même assez anxiogène et très chargé par des actualités sombres. Est-ce que le métaverse, là tel qu'on en parle et tel qu'on le dépeint depuis tout à l'heure, ça n'est forcément qu'une fuite en avant, ou en tout cas un espace qui sera forcément contraint par soit le fait de fermer les yeux sur les problèmes du présent, soit par recréer des univers potentiellement soit très lisses et politiquement corrects, ou au contraire très graveleux et potentiellement problématiques. Alors, pour le moment, du moins, comment les métavers sont présentés et imaginés, ce n'est pas un nouveau monde, c'est la réactualisation, comme je vous le disais, d'un vieux mythe, celui de l'Éden, et c'est surtout la possibilité, du moins en apparence, offerte d'aller dans un autre espace, un échappatoire à la réalité. Par rapport à tous les investissements ou toutes les stratégies d'entreprises qui sont en train de se développer, on est sur une duplication stricto sensu de notre réalité. Donc, il serait illusoire de croire que cette utopie verra un jour, le jour pour le coup, dans ces univers-là, mais ça amène davantage à questionner le futur de nos démocraties, de nos sociétés, la place des GAFAM dans notre vie. Est-ce que politique et règles d'utilisation vont se confondre? Il y a tout un pan de recherche sur le techno-féodalisme qui est très intéressant par rapport à ces métaverses, et au-delà de ça, tout ce qui va être lié au Web 3, ça questionne à la fois la pertinence de nos modes de vie et surtout comment cette alliance de modernité et de tradition amène à maintenir nos modes de vie, nos sociétés dans un statu quo qui risque d'être délétère pour une partie de la population qui aspire à s'échapper dans ces univers face à une autre partie de la population qui n'a ni les moyens de s'équiper, ni l'envie idéologique ou sociale d'y aller, ni même les connaissances que peut-être un autre monde est à portée de main. Fanny, juste le techno-féodalisme, qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est chaque pays a ses droits et il y a des entreprises qui sont au-dessus des nations, et c'est ça? Exactement, on est face à, on va dire, à l'affaiblissement du rôle des États-nations face à des firmes qui fonctionnent par monopole et qui vont avoir une incidence directe, comme on va dire les seigneurs au Moyen-Âge, sur la population. Et du coup, c'est un petit peu ce qui est en train de se passer déjà à l'échelle du monde, on va dire, digital par rapport aux réseaux sociaux, ou parfois entre ce qui se passe au café du commerce sur Twitter ou sur Facebook, et bien la frontière entre le monde privé et le monde public s'étiole. Et dans ces métaverses qui, pour le moment, sont en train d'être préemptés par ces nouveaux seigneurs du Web 3, ça questionne à la fois la liberté d'expression, nos droits et l'organisation de nos sociétés à venir entre ces trois niveaux de réalité. Oui, pour rajouter un point, au fond, finalement, derrière le métaverse, et une nouvelle fois, pour ne pas être que négatif, hein, vous remarquez cet effort, cette tension pour essayer de... il y a deux dimensions, quelque part, hein, si on devrait à mon sens, hein, si on doit simplifier l'analyse. Il y a une première dimension qui est effectivement ce que j'appelle moi une dimension fictionnelle, hein, c'est-à-dire une dimension, et même une dimension schizo-fictionnelle, c'est-à-dire schizo au sens de qui ne se donne pas comme fiction alors que c'est une fiction. Hein. C'est un peu comme le projet The Line en Arabie Saoudite, hein, avec une ville de 170 km, le top de la technologie. Vraisemblablement, ça n'existera jamais. Ça n'aura jamais cette dimension-là. Donc l'Éden, dont parle à juste titre Fanny, n'existera jamais. C'est en quelque sorte une sorte d'horizon qui nourrit l'utopie technologique et qui, en théorie, permet à un grand nombre de gens de suivre en bêlant. Donc ça, c'est une première fonction, en fait, hein, une fonction imaginaire qui ne se note pas comme telle et qui, à ce titre, est très destructrice. En revanche, il y a une deuxième fonction, en fait, qui elle, est au fond le réel, tel qu'il évolue, qui est le faire à distance. Hein. La grande nouveauté, quand je parlais de la réalité virtuelle de la fin des années 80, début années 90, donc la grande différence, c'est qu'à l'époque, les systèmes de réalité virtuelle n'étaient pas partagés.
hein. Donc, s'il y a quelque chose qui a vraiment changé la donne sur la réalité virtuelle, c'est-à-dire les métaverses qui ne s'appelaient pas encore métaverses, c'est cette donnée-là. Il est évident que c'est ce qui a eu lieu sur les jeux, un jeu dans lequel il y a des humains qui interagissent entre eux, et pas simplement contre une machine, ça change beaucoup de choses. En revanche, ce qu'on a pu constater, c'est que la réalité virtuelle n'a fonctionné pour l'instant que dans le monde professionnel. Voilà. C'est-à-dire avec une vraie logique d'usage et des besoins, y compris parfois en images, assez forts. On a besoin de se voir à distance ou autre, ou on a besoin de faire des simulations, quelque part, de vol ou autre. Là, effectivement, ça a fonctionné. En fait, hein. Ça a fonctionné pour faire des réparations aussi à distance, sans se déplacer. Donc il y a au fond une dimension fantasmatique d'un côté, qui est de la pure manipulation, et une dimension réelle, qui est l'accélération et cette question du faire à distance. Et de la manière dont nous allons réussir ou pas à faire ensemble à distance plutôt que séparer les uns des autres, et à renouer, à retisser des liens dans une société où la parole instituée, où le monde partagé a l'air de plus en plus difficile à construire. Voilà. Et donc là, il y a un enjeu. Il y a un enjeu réel qui n'est pas du tout un fantasme, même s'il y a forcément toujours un imaginaire derrière, parce que nous défendons les imaginaires avec Fanny. Mais il y a, on va dire, quelque chose là qui potentiellement a du sens. Et on l'a vu lors de la crise du Covid-19. Hein, c'est-à-dire que la question de se dire comment on fait ou on refait société à une époque où la parole instituée a de moins en moins de poids et où les gens font de plus en plus chez eux est une vraie question. Voilà. Ce n'est pas la question de Mark Zuckerberg. Merci beaucoup Ariel. Je vais me permettre de rebondir sur une remarque que vous avez faite, Fanny, tout à l'heure. Vous parliez notamment de la question des lois qui régissent justement ces univers. Et il y a une notion que je trouve intéressante que vous développez dans l'ouvrage, Ariel, par rapport à ça, c'est la notion de paratonnerre par rapport au rôle que joue la science-fiction, un peu comme garde-fou, si on peut dire, vis-à-vis justement de cette frontière entre le marketing, ce qu'on veut nous vendre, du métavers, etc., etc. Et ce que c'est en réalité. Et vous dites notamment, comment dire, de l'ASF qu'elle est un paratonnerre parce qu'elle nous permet de rendre visible, hein, je généralise un petit peu, les dangers que peuvent sous-tendre un peu ces nouvelles technologies et qu'elles permettent du coup aussi de rendre l'humanité consciente des dérives que ça peut avoir. Le problème, c'est que en Europe, on a bien le RGPD, on a aussi le Digital Service Act qui va rentrer en vigueur en 2024, qui va permettre de cadrer aussi un peu mieux la loi vis-à-vis de ce domaine-là en Europe. Mais on a vu avec Cambridge Analytica, avec Edward Snowden, avec tous ces lanceurs d'alerte-là, que oui, le public réalise et est absolument choqué par ce qui se passe, mais en réalité, rien ne change vraiment et ça n'empêche pas les GAFAM à l'heure actuelle de continuer dans leur quête d'extraction de données, de création d'algorithmes manipulatoires, etc. Donc, si vous dites que la science-fiction a effectivement ce rôle de paratonnerre vis-à-vis des dérives de la technologie et du métavers en l'occurrence, est-ce que ça fonctionne véritablement et de quoi ce paratonnerre-là nous protège-t-il vraiment ? Oui, grande question. Alors, déjà pour illustrer cette notion effectivement de paratonnerre, je vais parler de Neuralink. On a vu tout à l'heure des éléments sur Neuralink, donc qui est la société créée par Elon Musk. Il l'avait annoncé en 2016 et 2017 à peu près, et ça s'est concrétisé au fur et à mesure du temps. Il l'avait annoncé au départ uniquement sur le volet augmentation. Qu'on rappelle ce qu'est Neuralink. Neuralink, c'est l'idée de mettre un lacet neural. Alors on ne savait pas trop au départ exactement quelle tête ça allait avoir, où ça allait se nicher, mais un lacet neural en fait, qui allait nous permettre une connexion directe avec les intelligences artificielles. Hein, c'était ça en fait au départ. Et peu à peu ça a évolué. Maintenant il dit qu'il fait des tests sur les animaux, qui ne se passe pas très bien. Il parle il change de cobaye, il dit on va aller vers les personnes handicapées pour les aider, vous comprenez, donc ils ont bon dos, c'est clair. Bon, en tout cas ce qu'il faut savoir, c'est que évidemment ça ne se passe pas bien. En fait, en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué qu'il ne l'imaginait de créer une connexion directe entre notre cerveau et les intelligences artificielles. Il faut savoir que le terme neural lace, en fait, hein, lacet neural, utilisé dès le départ par Neuralink, est tiré du cycle de la culture, qui est un auteur écossais qui s'appelle Ian M. Banks. En fait. Et c'est une utopie technologique et libertaire se situant, alors on ne sait pas trop, c'est soit à des millions d'années de nous, soit dans un monde parallèle, mais en tout cas il y a une chose qui est absolument claire sur les utopies, c'est une très très belle série, le cycle de culture, c'est que
il est question à quelques reprises du lacet neural. Et il y a un vaisseau, c'est-à-dire une IA super intelligente qui participe du système démocratique entre tous les êtres humains et non humains de la culture, qui explique à quelqu'un qui lui pose une question sur le lacet neural que ça a été aussi un outil de manipulation absolument terrifiant et que c'est excessivement dangereux. Donc, en allant à la source du terme, on se rend compte que la science-fiction, parce qu'elle essaye de réfléchir à la façon dont l'humain s'empare, là en l'occurrence des technologies, elle se doit, si c'est de la bonne science-fiction, de voir à la fois les promesses et les dangers immenses qu'il y a derrière. Ce que ne fait pas le marketing. Le marketing, il essaye de vous vendre sa soupe, purement et simplement. Et en plus, entre les deux, il y a une grosse différence. C'est qu'il y a ce que moi j'appelle le goût du temps. C'est-à-dire que la science-fiction nous redonne le goût du temps que ces gens-là font disparaître. Ça me fait marrer quand Elon Musk explique que de son vivant, il va aller sur Mars. Il ne peut pas supporter l'idée de ne pas y aller de son vivant. Mais si ses arrière-petits-enfants y vont un jour, ce sera déjà une très bonne nouvelle pour lui, en espérant qu'ils ne vont pas y mourir faute d'être bien protégés. Donc, tous ces gens n'arrivent pas à imaginer quelque chose qu'ils ne voient pas de leur vivant. Donc, par rapport aux technologies, il est essentiel. Tout le monde dit que ça accélère. Mais non, ça n'accélère pas. C'est un leurre, ça n'accélère pas. Non, au contraire. En tout cas, dans l'optique qui est celle de ces gens-là, de dire demain on rase gratis, on va vers l'Éden, on n'y est pas du tout, et même on y sera peut-être pas avant très 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 longtemps. Moi j'aime bien dire que l'idée de machine intelligente, pourquoi pas? Mais rien ne montre qu'aujourd'hui c'est possible. Mais en revanche, injurer l'avenir, ne pas injurier l'avenir, ça arrivera peut-être, et ça risque d'être fascinant si ça arrive. Et donc, paratonnerre, est-ce que ça suffit? Ben non, bien évidemment. Paratonnerre au sens où l'ambivalence des technologies, elle est vivante lorsqu'on lit Alain Damasio, lorsqu'on lit Katie Stewart, lorsqu'on lit même Arthur C. Clarke, les grands de ce monde-là, Ursula K. Le Guin et beaucoup d'autres. Évidemment, cette ambivalence, c'est au cœur en fait, de la science-fiction. Et ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, il y a des romans, parfois très anciens, qui vont un cran plus loin, qui imaginent d'autres valeurs, d'autres façons de faire. Un roman magnifique de Theodore Sturgeon s'appelle Les plus qu'humains, il date de 1953, il met en scène des personnages, il y a un idiot, il y a deux jeunes filles sourdes et muettes, il y a une petite fille noire qui totalement instable, ils sont des handicapés dans le monde qui est le leur, ils ont été rejetés par leurs parents, par la religion, etc. En tout cas, au moins pour une d'entre elles. Et c'est ensemble qu'ils augmentent. Ils ne sont pas individuellement augmentés, ils sont en dessous de la norme, un à un. Et collectivement, ils ont des dons de télékinésie, ils sauvent un bébé complètement télépathe, assez fou, et collectivement, ils ont une puissance extraordinaire. Et donc la science-fiction, elle est un paratonnerre, et elle est aussi une force de proposition, de suggestion d'autres façons de faire et de voir. Donc là, ça va un cran plus loin, et puis bien évidemment que la fiction ne suffit pas. Tous ceux qui disent non, mais ça sert à rien. Je veux dire, le film, là, Don't Look Up, c'est pas pour ça qu'on va devenir écologiste. Mais oui, c'est pas pour ça qu'on va devenir écologiste. Mais arrêtons de penser les imaginaires comme étant univoques. Une action crée des imaginaires. Une pensée crée des imaginaires. Une image vue crée des imaginaires. Un dialogue avec une amie, avec sa mère, crée des imaginaires. Potentiellement, parfois très faibles, qui disparaissent, d'autres fois qui perdurent. Et il faut penser ce monde, tous ces imaginaires, toutes ces fictions, comme des flux. L'enjeu, il est qu'un maximum, si on croit qu'effectivement l'écologie est plus importante que la technologie, ou en tout cas que le changement de société doit plutôt aller dans ce sens-là que purement et simplement dans le sens du toujours plus du capitalisme, eh bien, il y a des puissances, il y a des forces multiples, parfois des décisions, des essais, des images, des films, des nouvelles, des choses qu'on vit comme un incendie. Qui sont des forces, des flux qui vont nous faire potentiellement changer. Rien ne nous fait changer tout seul. Donc une fiction ne change rien toute seule. En revanche, ce que j'entends à la radio, et c'est très rare, une femme qui explique, alors c'était quelqu'un qui expliquait que cette femme était venue le voir après la projection de Soleil Vert en 2022, du film de Richard Fleischer avec Charlton Heston, qui est un film sur la surpopulation, sur l'extinction, où il n'y a plus à manger. Donc c'est un film assez dur. Et une femme... Et qui a été réalisé il y a... C'est en 1974. En 1974, il est sorti en 1974. 73 d'ailleurs, 74. Un rapport Meadows juste après, quoi. Voilà, exactement, juste au moment du rapport Meadows, juste au moment du premier choc pétrolier. Et cette femme, elle a été au débat, elle a dit « je ne voulais pas le revoir ». Ça m'a marqué à vie, en fait. Je voulais juste en discuter de nouveau, en fait. Et
on a de plus en plus d'exemples lorsqu'on cherche, mais ils sont très rares. Hein, quand Andy Rubin, qui avait créé le système d'exploitation Android, souhaite le 8 janvier 2016 bon anniversaire à Roy Batty, le répliquant de Blade Runner, c'est que ça l'a motivé toute sa vie, il était fasciné par ça. Hein. Donc oui, les imaginaires nous transforment, vont au-delà du paratonnerre, peuvent potentiellement participer à faire évoluer nos valeurs, notre vision du monde, mais ils ne le font jamais seuls. On voit qu'avec Ariel Kirou, on est plongé dans les imaginaires du futur, dont, je vous rappelle, le livre sort en poche au printemps 2023. On fait une petite respiration et on se retrouve juste après dans le Rendez-vous des futurs. Toujours dans cette émission du Rendez-vous des futurs, Laura, on poursuit. Absolument. Merci beaucoup Ariel pour expliquer notamment ce que vous vouliez dire par paratonnerre et la science-fiction. Je vais redescendre un cran plus bas. On parlait des métaverses tout à l'heure. On va parler des réseaux sociaux qui sont un petit peu. Alors non, évidemment pas d'un point de vue, mais en tout cas sur la temporalité des échanges qu'on a. On parle beaucoup de métaverses. C'est une technologie un peu en devenir à l'heure actuelle. Il y en a une des réseaux sociaux qui est mentionnée notamment dans la partie de Jean-Michel Beignet, et qui en parle comme l'un des fronts transhumanistes d'Elon Musk. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il en parle beaucoup sans le citer, à l'inverse d'Ariel, qui le fait très, très clairement. La question que j'avais, c'est pourquoi, alors que Jean-Michel Beignet, et là je vous pose la question à vous en tant que Fanny Paris, mais un peu la question des réseaux sociaux sur le même plan que la conquête de Mars ou la voiture pilotée automatiquement en tant que front transhumanisme. Et du coup, comment on peut envisager la question des réseaux sociaux comme front transhumaniste alors que c'est quand même une technologie, des outils qui sont utilisés par l'ensemble de la population et on est, je pense, beaucoup à l'utiliser sans pour autant vouloir devenir un humain augmenté finalement. Alors, ce que je peux répondre en tant que Fanny Paris, c'est de percevoir les réseaux sociaux comme un placement de produits avant l'heure, d'une nouvelle manière de percevoir nos modes de vie et même notre humanité à travers le transhumanisme. Faut se dire que dans toute société, et notamment sur les questions des nouvelles technologies, on va avoir des pionniers, on va avoir des personnes très éclairées et très engagées d'un point de vue politique qui vont prendre de la distance à la fois vis-à-vis des évolutions numériques et technologiques, mais également par rapport à la place qu'ils vont donner dans leur société. Mais pour une partie hyper importante de la population qu'on a tendance à oublier quand on est chercheur, intellectuel ou entrepreneur, il n'y a pas forcément cette distance et cette prise de recul critique parce que eux, les réseaux sociaux, ils les vivent, ça participe à leur information au quotidien, à échanger et même à faire société. Et quand je dis placement de produits avant l'heure, c'est une autre approche et une autre interprétation par rapport à la vision marketing qu'Ariel peut avoir des métavers, c'est de se dire que par rapport à toutes ces informations-là, toutes ces idées qui vont être véhiculées, ça participe, bon an, mal an, à acculturer les individus à une autre manière d'être humain, à une autre manière de percevoir leur quotidien. Et ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c'est qu'on pourrait les percevoir comme une technologie pervasive, c'est-à-dire omniprésente et invisible, qu'on utilise tellement de manière routinière et anodine qu'on oublie qu'il y a une architecture derrière, qu'il y a des acteurs, qu'il y a des enjeux. Et au final, lorsque l'on peut être seul et ensemble, notamment avec les réseaux sociaux, on a la théorie du petit monde qui permet aussi d'aller plus loin dans cette grande famille de l'humanité sur les réseaux sociaux. Et c'est peut-être la première étape d'un humain transhumaniste, accessible à tout le monde, sans qu'on en ait vraiment encore conscience. Et là où pour moi, via ma fenêtre d'anthropologue, il faut questionner dès à présent parce que si être augmenté, non pas par la technologie, mais par rapport à ce qu'elle nous propose en termes de services invisibles et diffus dans notre société, peut-être qu'on sera moins critique, moins attentif ou moins inquiet quand on aura une autre forme de transhumanisme qui va s'imposer ou qui va être proposée à nous. Pour être très court cette fois-ci, parce que sinon, Merci, mon temps va. Moi, je pense qu'il faut voir le concept transhumanisme, comment on pourrait voir, par exemple, le concept effondriste. Donc, c'est des concepts, au fond, même si derrière, il y a des visions du monde, comme étant des puissances, des forces qui parfois existent avec une intensité forte. J'ai par exemple ceux qui en font la promotion, les premiers, donc un Ray Kurzweil pour le transhumanisme, qui était un peu l'un des personnes à l'origine, ou Yves Cochet, par exemple, pour l'effondrisme, et à intensité faible, voire très faible.
En fait, les réseaux sociaux, c'est potentiellement quelque chose qui peut nous acculturer à une idéologie de type transhumanisme, mais de manière induite, sans qu'on soit obligé de croire qu'on est transhumaniste, de croire, voilà. Hein, c'est un peu quand Elon Musk expliquait pour justifier Neuralink que nous avons des super pouvoirs aujourd'hui grâce à la technologie. Voilà. Donc finalement, on se retrouve peu à peu convaincu qu'on a peut-être effectivement des pouvoirs plus grands. On ne se dit pas transhumaniste, mais d'une certaine manière, sans qu'on s'en rende compte, cela participe d'une logique, voilà, d'une logique qui pourrait potentiellement amener à quelque chose de plus puissant en termes de transhumanisme. Du coup, si je vous demande ce que vous pensez du rachat de Twitter par Elon Musk, je pense que la réponse est vite répondue, comme d'aucuns diraient. Alors moi, c'est ni bien ni mal. C'est intéressant par rapport à l'évolution de la place des GAFAM et des entrepreneurs du type d'Elon Musk. Et ça questionne par rapport à l'arrivée, peut-être plus rapidement qu'on ne le pensait, du techno-féodalisme dans cette course à cette hybridation des réels et à cette nouvel Eldorado qui se livre une guerre sans merci et qui va amener, moi, ce que j'appelle des moralités utopiques, c'est-à-dire qu'on va avoir des imaginaires, des valeurs et des espoirs tellement forts que l'on va perdre pied avec le réel sans s'en rendre compte et qu'en plus, on va souvent avoir des pratiques et des choix individuels comme collectifs qui vont être en totale contradiction avec ces valeurs et ce même imaginaire. Oui, à la limite, je trouve Elon Musk plus amusant en fait que la plupart des tueurs FR des technologies. Là où il faut se méfier. Oui, peut-être, et quand il avait envoyé, par exemple, sa voiture, il avait envoyé sa voiture dans l'espace avec un extrait de Fondation, avec la musique de David Bowie, et puis d'ailleurs le mannequin de David Bowie, en fait, avec aussi des références à Douglas Adams, en fait, et le guide du voyageur galactique. Donc il a quelque chose de pop, en fait, qui effectivement, bon, d'ailleurs, le rend plus ou moins séduisant. Mais sur le fond, je pense qu'il rachète Twitter, ne va pas changer grand-chose à Twitter en termes d'usage. Voilà. La seule chose que ça pourrait changer potentiellement, c'est qu'effectivement, c'est cette guerre. Et peut-être qu'effectivement, qu'on apprécie ou pas ce monde hypercapitaliste, plus il y a des acteurs différents, mieux c'est sans doute, en quelque sorte, pour ceux qui les utilisent. Donc oui, si ça se concentre encore plus, c'est peut-être pas forcément un bon signe. Mais à mon avis, le problème est ailleurs. Je ne pense pas que ça change grand-chose sur le fond. Merci. Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je vois que l'horloge a filé un petit peu, je crois. Oui. Si tu veux une toute dernière... toute dernière question. Ce sera la plus... Pas la plus longue, du coup. La plus dernière. Juste, on parlait du coup d'évolution technologique, d'évolution des mentalités aussi, de beaucoup de choses qui sont amenées à bouger et finalement pas tant que ça. Ariel, vous nous disiez que voilà, c'était aussi un peu un leurre, cette évolution exponentielle des technologies. Moi, j'ai une question qui, en fait, que je me pose personnellement en fait assez régulièrement. Est-ce que vous pensez sincèrement que, au vu de la situation, du contexte géopolitique actuel qui commence à être vraiment de plus en plus crispé, de plus en plus compliqué à beaucoup d'égards, tout ça additionné à la crise des ressources, le changement climatique qui s'accélère, etc. Est-ce que vous pensez que à l'horizon 2050, qui est notamment le parti pris que vous prenez dans l'autofiction que vous avez écrit dans l'ouvrage, est-ce que vous pensez qu'on aura encore les moyens d'avoir un métaverse un peu au niveau mondial, les moyens humains et les moyens technologiques pour établir un tel environnement d'ici 30 ans? Alors, même si je fais de l'ethnofiction, je ne fais pas de futurologie, donc je vais botter en touche pour répondre. Une approche techno-solutionniste dirait qu'effectivement, en fait, c'est possible, tout simplement parce que les systèmes techniques qui permettent d'accéder à ces univers-là vont évoluer et seront moins gourmands en énergie et seront forcément plus inclusifs et permettront d'avoir cette fameuse réalité. Si on se fait un petit peu plus l'avocat du diable et qu'on va en contre-courant, on se dit que c'est peut-être un rêve d'enfant gâté parce que, au final, on va, face à l'affaiblissement des ressources naturelles, on va devoir choisir entre un IRM, un scanner ou aller faire ses courses dans les métavers. C'est une manière encore beaucoup plus pragmatique. La dernière crise majeure que l'on a traversée et qui n'est pas terminée, qui était celle de la Covid-19, a rendu utile et stratégique l'utilisation des métavers dans un certain nombre d'actions individuelles comme collectives, privées
comme public, mais si on a d'autres crises qui viennent à questionner les réseaux énergétiques, les interactions à l'échelle d'un territoire, d'un État ou d'un ensemble d'États, peut-être que les métaverses deviendraient trop dangereux ou ne seraient tout simplement plus une préoccupation pour une partie importante de la population et pour les États-nations tels qu'on les connaît aujourd'hui. Mais finalement, investir tous ces milliards dans les métaverses, dans des nouveaux développements, dans même vouloir aller sur Mars, en balancer des bagnoles, etc., est-ce que ce n'est pas une sorte d'énorme fuite en avant ? Tous ces milliards-là pourraient être fléchés autrement et pourraient nous permettre de changer un petit peu les choses. Est-ce que ce n'est pas complètement suicidaire, et volontaire ou pas, de la part de Musk et des autres? Alors, je ne peux pas parler en leur nom car je ne les connais pas personnellement. Par contre, s'ils veulent assurer le maintien de nos institutions et de nos modes de vie à tout prix, c'est la meilleure solution pour y parvenir. Et l'avenir nous dira si effectivement c'était un pari gagnant, soutenable et cohérent avec l'ensemble des crises avec lesquelles nous allons devoir composer, et certainement plus rapidement qu'on ne le pense. Oui, il y en a encore une dernière question qui était qui aurait mérité une émission à elle toute seule, quasiment. Donc sur l'avenir des métaverses, tout dépend de ce qu'on entend par métaverse. Si on entend par métaverse la vision qu'on a aujourd'hui Facebook et qui a été transmise par Mark Zuckerberg, je pense que ça ne verra jamais le jour tel quel. Si on entend par métaverse des systèmes c'est qu'un univers comme métaverse, un univers publicitaire, finalement, ça ne marchera pas. Voilà, non, je pense que ça ne marchera pas. Et en plus, d'abord, il y a d'autres entreprises qui aujourd'hui, notamment en Corée du Sud et ailleurs, créent des métaverses. Donc il va y avoir une multiplicité de métaverses. On ne sait pas ce qui va donc de systèmes de réalité virtuelle partagés. En fait, parce que ce n'est que ça, une nouvelle fois. Donc on ne sait pas trop ce qui va en ressortir. Et rien ne dit qu'il n'y aura pas des systèmes de réalité virtuelle partagés en 2D avec des fils hyper low-tech, dont vont s'emparer peut-être, pourquoi pas, comme on l'a vu en Afrique avec les mobiles hyper bas de gamme, pour avoir des échanges en réel, tout à fait intéressants, mais dans une logique qui ne sera pas tout à fait low-tech, mais en tout cas absolument pas high-tech, telle qu'elle est mise en scène par Mark Zuckerberg. C'est-à-dire qu'au fond, les technologies, elles ne sont pas ce que les ingénieurs ou les gens de marketing en font. Elles sont ceux qui les pratiquent en font. Donc il y aura des détournements, il y aura des métaverses alternatifs, il y aura des tas de choses potentiellement où il n'y aura rien du tout. En tout cas, ça ne va pas être tel qu'on nous dit que ce sera. Ça, c'est sûr et certain. Bon, voilà, premier point. Deuxième point, oui, donc ça veut dire qu'on pourrait réfléchir à une écologie. On a besoin d'une écologie des nouvelles technologies. Aujourd'hui, il n'y a pas d'écologie des nouvelles technologies, au sens d'une écologie qui est au-delà de l'économie. L'économie faisant partie un des éléments d'une écologie. Je pense que ça, il y a une urgence à créer une écologie, en quelque sorte, de tout ça. Enfin, sur l'idée de ces milliards dépensés et tout le reste, alors même qu'effectivement, il y a d'autres enjeux. Moi, j'ai en tête ce chiffre de 500 milliards, il y a déjà 300 milliards de dollars pour Veline par l'Arabie Saoudite. C'est le PIB de l'Irlande, en fait. Donc le PIB de l'Irlande, en 2030, dépensé pour une sorte de ville inqualifiable qui n'existe pas, quoi. Je veux dire, bon, c'est de la folie furieuse, bien évidemment. Donc, si l'on parle d'une écologie de tous ces mondes-là, eh bien, effectivement, la question va être de se dire, qu'est-ce qui est important ? Voilà. Et là, on va se retrouver devant des enjeux et des questions philosophiques qui sont assez passionnantes. Si on prend la conquête de l'espace, si on prend la question de l'espace. En 2 mots, Ariel, promis. En 2 mots comme en 3. Est-ce que la conquête, est-ce qu'y aller, c'est important ? Pas forcément. Est-ce que continuer avec, par exemple, le télescope James Webb, à nous permettre de regarder vers les étoiles et de chercher, au nom de la connaissance, de nous faire rêver, est-ce que ça reste important ? Oui. C'est potentiellement moins cher. Ça coûtera toujours cher. Il y aura toujours des gens pour dire qu'il faut même arrêter l'exploration de l'espace sans forcément y aller. Mais ça, c'est un enjeu génial que des autrices de science-fiction comme Becky Chambers mettent en scène de manière extraordinaire dans un livre « Apprendre si par bonheur ». Elle met en scène des gens, des cosmonautes qui ne touchent pas. Ils essayent de découvrir. Et c'est d'ailleurs dans son bouquin, ça a été autofinancé, malgré la crise de la Terre. Même s'il y a crise de la Terre, même s'il y a effondrement, continuer à rêver, continuer à se dire il y a autre chose, il y a un ailleurs, et cet ailleurs, il est intéressant, et ce n'est pas simplement un ailleurs religieux, il y a d'autres types d'ailleurs, c'est majeur et c'est essentiel. Donc oui pour continuer à rêver, non pour continuer à rêver avec les mêmes que ceux que nous avons cités, Mark Zuckerberg, Elon Musk et tous les autres. Vous qui êtes un spécialiste, si ce n'est le spécialiste de Philippe Cadic, on vous doit l'ABCDIC aux éditions ActuSF. Qu'est-ce qu'il dirait Philippe Cadic là
de notre monde? Je pense qu'il se contredit. Ça l'amuserait beaucoup, je pense. En même temps, il serait effrayé, je crois. Ouais. En fait, il serait un peu comme tout le monde, finalement. Il serait comme nous, je crois. Et en fait, il serait comme nous. Simplement, il aurait un talent pour le mettre en scène et peut-être pour imaginer des pistes, des voies qu'on n'a pas imaginées, des détournements, des angoisses, des folies. Oui, le monde est fou, en fait. Hein. Mais de cette folie peut naître des choses extraordinaires. Simplement, aujourd'hui, on voit bien que cette écologie, au sens large du terme, est un enjeu absolument majeur, et c'est une vraie césure. C'est que par rapport à ce qu'on dit sur le métavers et tous ces gens-là, c'est que là, à mon sens en tout cas, plus on va avancer dans le temps, avec des crises à répétition, je pense il n'y a pas d'apocalypse, on est dedans, on est dans une sorte de quelque chose qui va continuer comme ça, avec des variations diverses, il y a des tornades et des incendies. Je pense qu'on y est, les gens vont s'en rendre compte plus ou moins. Et là, effectivement, c'est comme dans ce jeu de force, dans ce jeu d'imaginaire. Moi, j'ai la conviction qu'effectivement, ce jeu de force de ces gens-là qui sont très puissants aujourd'hui, va pas forcément toujours être aussi puissant, parce qu'il y a quand même des forces, des contre-fictions qui prennent de plus en plus de poids, des contre-décisions, des contre-actions. On le voit aujourd'hui avec ces fameux éco-terroristes, on les appelle les éco-terroristes, quelle débilité. Donc, balancer de la soupe sur un exactement, un tableau, c'est la même chose que de faire le Bataclan. Donc voilà. Donc, en revanche, là, ils utilisent des imaginaires. C'est-à-dire qu'en fait, ils rebondissent sur l'imaginaire de toile coûtant très cher. En même temps, ils ne la détruisent pas, parce qu'effectivement, il y a une vitre. Et tout ça participe de cette logique. C'est comme s'il créait des forces, un nouveau flux allant dans un sens et qui est le contraire du sens des Mark Zuckerberg et des autres. Donc c'est vraiment un jeu, quelque chose qui va, des frictions d'imaginaire qui vont continuer et se construire au fur et à mesure du temps. Après, Laura, je vous avais dit, je savais qu'en parlant de Philippe Cadic, ça serait très très dur d'arrêter Ariel. Oui. On est dans les 5 dernières minutes. Laura, vous voulez dire un dernier mot dans ces 5 dernières minutes? Non, mais simplement pour dire que de l'importance, en tout cas, de la souligner, de réinvestir les imaginaires, et justement pour je pense que, en tout cas, à titre personnel, je pense que c'est évidemment un des champs peut-être les plus importants à l'heure actuelle si on veut vraiment, en tout cas, faire changer les choses. On voit qu'il y a beaucoup de lanceurs d'alerte, il y a le GIEC, il y a les personnes que vous avez mentionnées qui nous alertent en fait très quotidiennement sur les dérives climatiques qu'on est en train de vivre. Et peut-être que ce qui nous manque justement, c'est que on a eu le rôle de paratonnerre de la science-fiction, et il y a sans doute des récits fictifs qui se projettent vers des futurs désirables, mais je pense qu'on aurait peut-être tout intérêt aussi à investir ce champ-là, en tout cas pour créer de l'imaginaire, créer de la désirabilité envers un futur qu'on puisse tous traverser ensemble. Fanny, oui, je vous voyais réagir. Ouais, et ben pour prendre le contre-pied de tout ce qui a été dit, peut-être qu'on investit trop l'imaginaire et qu'on perd pied, comme je le disais précédemment, avec le réel. Et aussi, on va sur le terrain et comme les anthropologues le font, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui changent, qu'il y a plein de personnes qui s'organisent pour faire société différemment, qu'ils s'en rendent compte, qu'ils le conscientisent ou non, et à tout mettre dans les imaginaires. Alors que je suis anthropologue des imaginaires, et ben parfois on perd la ligne directrice du bon sens, du quotidien, et qu'en définitive, si on veut une société soutenable, durable, avec toutes les bonnes valeurs progressistes, sans les dérives associées, ben peut-être repartir de la base, c'est-à-dire des pratiques, et peut-être d'un projet commun qui est en train d'émerger sans que les acteurs et la population en aient conscience. Sachant que ce projet commun, il joue aussi avec potentiellement des imaginaires. Mais effectivement, les imaginaires ne feront rien tout seuls. Oui. J'en parle d'autant plus que moi aussi, effectivement, on a sorti ce livre avec le Laboratoire des solidarités de la Fondation Cognac-Jay qui s'appelle Nos futurs solidaires, avec 14 nouvelles de science-fiction se projetant dans un futur qui pourrait être potentiellement plus solidaire. On n'est pas dans le désirable, parce que le désirable reste subjectif. On est dans une projection en se disant qu'est-ce qu'il pourrait advenir, comment on pourrait créer une société plus écologique, plus solidaire. En fait. Et c'est différent parce que ça laisse ouverte l'interprétation, l'utopie des uns et la dystopie des autres. Donc il faut à la fois se projeter, jouer des imaginaires et effectivement considérer que cela fait partie d'un tout au sein duquel l'action, le projet collectif, ce qui se passe sur le terrain est tout aussi important, voire plus important que les imaginaires. Les deux, potentiellement, qu'on nous construisant des horizons différents, alternatifs, via des chemins qui changent au fur et à mesure de l'horizon. Et cette dialectique du chemin et de l'horizon qui nous permet, quelque part, potentiellement en tout cas, de faire évoluer une société qui en a bien besoin. Là, comme ça, une action, une pépite, un coup de cœur à partager justement pour commencer à nous projeter.
Vous, Fanny Paris ou Ariel Kirou Une pépite difficile à dire comme ça, c'est peut-être oser la déconnexion, en fait, tout simplement. Déjà, arrêter de regarder les informations et toutes les initiatives de rachat, de nouvelles expériences, et peut-être qu'en regardant autour de nous, dans l'univers immédiat, d'autres imaginaires, d'autres embryons de futur émergeront et seront déconnectés d'une doxa dominante où le libre arbitre disparaît de plus en plus. Moi, c'est très simple, c'est un livre. Alors, un livre qui est sorti en septembre 2022 de Becky Chambers, que j'ai cité, qui s'appelle Un psaume pour les recyclés sauvages. C'est une sorte de conte philosophique dans une planète qui s'appelle donc une lune, la lune Panga. Et là, la transition est totalement réalisée. Et le robot, donc ce recyclé sauvage, c'est des robots qui ont du jour au lendemain quitté toutes les usines pour essayer de comprendre ce que ça veut dire que l'humanité. Et ils ont refusé l'éternité, refuser l'immortalité. Ils ne se réparent pas, ces robots. En fait, et c'est une sorte de chemin d'une moine de thé, une miel. C'est un bouquin extraordinaire, c'est très fin, très subtil, très accessible. Et c'est comme une sorte de monde parallèle qui tisse une utopie vers là où on pourrait aller, où par exemple les gratte-ciel sont en caséine, donc ils se fondent complètement dans une logique de cycle de la vie et des saisons. C'est extraordinaire, c'est une sorte de bain de bonheur, de jouvence que ce livre, Un psaume pour les recyclés sauvages, de Becky Chambers, Becky avec un Y, et Chambers, voilà, qui est une autrice américaine. Je vous le conseille. Et le deuxième tome de cette série, c'est un bouquin très court, sortira normalement en mars, voilà, le 2023. Merci beaucoup Ariel Kirou, merci Fanny Paris, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Laura d'avoir accepté de jouer le jeu de ce défi qui vous a été lancé. Cette émission est maintenant terminée, vous pouvez la retrouver en replay évidemment sur le site rendez-vous-des-futurs.com, mais aussi sur YouTube. Tiens d'ailleurs, un pouce bleu, un commentaire, un partage, tout ce qui fera bouger l'algorithme pour essayer de pousser malgré lui un peu d'intelligence tout en haut de toutes les timelines, ce sera plutôt un bon geste et un bon signe. Dans mon cœur, il y a une salve d'applaudissements et une brassée de gratitude envoyée vers Laura, Nils et toute l'équipe du Cube. Tristan au plateau, au son, aux lumières, cœur, clin d'œil, Tristan. Jordan, Jonathan, Jérémy au platine, à la production, à la réalisation. Vous êtes talentueux et en plus, les garçons, vous êtes beaux. Grande gratitude vers toute l'équipe du formidable Écosphère Aguelos qui, entre Bordeaux et Paris, n'en finit plus de me surprendre. Bienveillance, compétence, résilience. N'oubliez pas, ensemble, partageons le changement et à tout de suite sur les réseaux. Culture, éducation, environnement, innovation sociale, philosophie, sciences, numérique. Depuis 2010, le projet des Rendez-vous des Futurs explore le monde qui vient et propose des émissions en public et diffusées en direct. Tous les mois, des personnalités phares de notre époque viennent dialoguer et partager leur vision prospective. C'est avec plus d'une centaine d'invités éclectiques et des dizaines de chroniques que nous vous invitons à vous interroger sur notre monde et à imaginer celui de demain. Suivez-nous, abonnez-vous et ensemble, partageons le changement.